Bunagana, territoire occupé, 110e jour. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. Eh bien, ce samedi, avec le panel que vous connaissez désormais, nous allons analyser les derniers faits d'actualité concernant la République démocratique du Congo en vue des prochains cycles électoraux de 2023 au mois de décembre, si tout se passe bien. À ma droite, vous avez le pasteur Bobo Koyamba. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, Patrick Hugo. Micro du pasteur Bobo. À ma gauche, vous avez M. Cornelis Nlandu, Onesha Africa, agence congolaise de presse. M. Cornelis Nlandu, bonjour. Bonjour, Yogo. Et nous avons M. Baudouin Ambawechi, congoindépendant.com. M. Amba, bonjour. Bonjour, Patrick Hugo. Voilà. Merci à chacun de vous de disposer de votre temps pour parler un peu de la République démocratique du Congo. Cela fait 110 jours que le groupe rebelle M23 administre ce territoire. 110 jours, ça fait 3 mois, 2 semaines et 4 jours. Monsieur Nlandu, qu'est-ce à dire? Bon, écoutez, s'il faut parler de Bunagana déjà, on ne va pas parler de l'actualité de Chaka. Juste parlez-nous de Bunagana, oui, 110 jours. Oui, mais 110 jours, tel que nous l'avons dit la fois passée, c'est qu'il y a un très grand problème de communication, parce que même quand le président va aux Nations Unies, nous allons en parler, dans une interview après son discours, puisque nous allons quand même parler du discours après, mais dans l'interview, il dit même que il attend la force sous-régionale qui va arriver. Et d'ailleurs, il est content parce que les Kenyans vont entrer par Bunagana. Vous êtes peut-être allé trop vite en besogne, mais donnez-nous juste votre impression sur Bunagana et puis nous allons détailler tout ça tout de suite. Moi, je dis que c'est totalement scandaleux que toute une république, tout un État laisse un pan de son territoire occupé par d'autres et ne rien faire. Parce que là, le président nous dit que le gouvernement ne fait rien. On attend le grand frère qui va venir du Kenya. Voilà. Monsieur Bobo Koyamba, votre impression, juste votre impression. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Oui, c'est triste, comme a dit M. Cornelis. Le Kenya vont arriver par Bunagana. Le président est content pour cela. Mais j'ai beaucoup aimé les jeunes de Kivu. Ils se sont levés, la Loucha et les autres, ils ont dit on ne cédera jamais Bunagana. 110 jours, c'est vraiment beaucoup, c'est trop, c'est trop. Si tous les Congolais, que ce soit nous les journalistes, les politiciens, les étudiants, tout le monde disait non, non, Bunagana nous appartient, les Rwandais ne vont rien faire. Merci. Monsieur Amba, votre impression? Bon, c'est vrai, comme on a constaté ici, que ça fait 110 jours, mais est-ce que nous avions une armée? C'est aussi une question que nous devrions nous poser. Est-ce que le gouvernement n'organise pas la contre-offensive par mauvaise volonté? Vraiment, là, je fais l'avocat du diable. Ou le gouvernement est plutôt réaliste que au point où nous sommes, nous n'avons pas ce qu'il faut pour cela. D'où l'appel adressé aux forces de l'Afrique de l'Est. Merci, M. Amba. Je vois qu'on est tous très chauds sur la question. Je me demande si on ne devrait pas commencer tout de suite à détailler. Mais allons-y doucement. Est-ce que vous avez quelques points d'actualité qui vous a interpellé ces dernières semaines?
Pasteur Bobo. Je commencerai par la sortie médiatique d'Olivier Kabitatou qui est proche de Moïse Katumbi. On dit un divorce consommé entre Tshisekedi et Katumbi. Ils vont divorcer combien de fois? C'est aussi une autre question. Mais on voit Katumbi, Olivier Kabitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, qui déclare des très graves incertitudes pèsent sur l'avenir du pays. Préparons-nous à la campagne d'enrôlement de décembre prochain. Il ajoute, pas question de glissement, les élections doivent se tenir dans le délai. Il dit pas question. On ne donnera même pas un jour au gouvernement actuel. Or, Katumbi est dans l'union secrète. Mais son directeur de cabinet... Mais c'est Katumbi que quand Olivier Kabitatou parle, il n'a pas été désavoué par Maurice Katumbi. On ne sait pas à quel jeu joue Tshisekedi Katumbi 2. Il joue quel jeu par rapport à la position du Katumbi, une guerre entre les Tshisekedistes et les Katumbistes, mais eux, ils ne divorcent pas. Or, les élections approchent à grands pas. Katumbi sera candidat. Est-ce que Tshisekedi va laisser Katumbi poser sa candidature? Point d'interrogation. Deuxième question, un petit problème qui a intéressé beaucoup les internautes. Il y a une vidéo qui circule sur le net. On voit les combattants devant l'ambassade. Les combattants de Belgique. J'ai reconnu l'ambassade parce qu'on voit la photo de Lumumba. Je crois que vous avez connu sur l'ambassade quand on a fait Lumumba. Ouais. Ils ont mis la photo on voit les combattants commencer une vidéo et quelqu'un sorti de l'ambassade leur déclarer dégagez. Ils ont fui comme des enfants, ils ont comme des lapins, ils ont vraiment fui. C'était en pleine nuit, en journée? En pleine journée. Ils ont fui et la vidéo a fait le tour du monde. Oui. Donc ça a fait buzz impossible. Ils fouillaient, ils disaient qu'on n'a pas compris, c'était un jeune garçon. C'est comme des lapins. Donc ils ont fui. Ça fait rigoler. Que ce soit dans les milieux politiques au Congo, que ce soit dans les milieux des musiciens. Tout le monde a fait circuler cette vidéo. Bon, moi dans l'actualité compliquée, j'ai fait appel à un d'eux qui était là. Un des combattants de Belgique. Un des combattants. Il a essayé d'expliquer, mais personne n'a compris. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont vu quoi? Ils ont fui quoi? On ne sait pas. Moi, j'ai retenu comme sujet l'incident qui s'est produit à l'aéroport de Ndjiri avec l'ambassadeur de Norvège. Et il y a, comme vous le savez, il y a COP27 à Yangambi. Pour sur le climat. Et une ministre norvégienne doit venir représenter son pays. Et l'ambassadeur avait demandé un permis de port d'armes pour un agent de sécurité de l'ambassade. Et apparemment, lorsque la délégation est arrivée, on a trouvé plusieurs armes dans les bagages. Comme il y a une psychose complot en ce moment chez nous, tout le monde... j'ai vu par exemple notre confrère Moutombo Israël qui dit « Notre pays est en danger ». En fait, je ne sais pas si c'est bien ça, mais c'est ce qui a été mis sur Twitter. Alors l'ambassadeur a fait un message, l'ambassadeur de Norvège. Il dit voilà, c'est dans le cadre de cette réunion-là qu'il avait demandé le permis de port d'armes. Or, le permis de port d'armes, je l'ai ici. Vous voyez qu'on a délivré pour une personne. Et on parle d'une arme à feu d'autodéfense. Il donne les caractéristiques.
Donc ce qui s'est passé à l'aéroport de Ndjiri, c'est que les armes qui sont arrivées à Kinshasa ne correspondaient pas aux caractéristiques contenues dans l'autorisation de port d'armes du ministère de l'Intérieur. Évidemment, on essaie un peu de calmer les esprits, mais moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que peut-être que j'anticipe trop. Mais dites-nous, partagez avec Je nous. dirais que certains pays occidentaux croient que notre pays est un pays, une sorte de... Bon, je n'irai pas jusque-là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous amenez n'importe quoi, vous rentrez, on ne verra rien. Mais est-ce que la personne qui a fait arrêter les armes là était expert en balistique ou c'est un profane? Non, ce n'est pas un problème profane d'experts. Ils ont vu des armes. Ils ont demandé le permis d'armes. C'est le minimum. Et ils comparent les armes Ils ont et les comparé Ça ne correspond pas. l'attestation et les armes qui étaient là. Il y avait tout à fait une dichotomie, si j'ose dire. Mais sur l'ambassadeur, ça a été déclaré, ils ont déclaré que... Non, l'ambassadeur demande un permis de port d'armes. Oui. Un permis. Et dans l'arrivage, il n'y a pas un fusil, mais plusieurs fusils. Une arme d'autodéfense, mais c'est plutôt des armes d'assaut. 850 balles. Voilà. Mais l'ambassadeur dit que des policiers devraient faire la sécurité Des Norvégiens. des gens qui devraient résister. On parle de 4 policiers, pas un policier. Oui, mais c'est pour cela qu'elle a demandé un Non, permis. mais ils ont demandé l'attestation pour une personne. Une personne. Ils sont arrivés à 4. Est-ce que l'ambassade de Norvège a communiqué par la suite? Oui, tout à fait. Il y a un communiqué de presse. Donnez-nous juste la substance. Voilà, 4 policiers norvégiens sont arrivés à Kinshasa le 29 afin de préparer la visite, tout ça, d'un représentant de haut niveau, etc. C'est dans le cadre de l'exercice de leur mission de protection des autorités en dehors de leur pays que ces policiers sont venus en République démocratique du Congo avec des matériels de sécurité préalablement déclarés auprès des autorités congolaises. Or, les autorités congolaises disent que ce n'est pas ce qui a été déclaré. Donc voilà un peu l'incident à l'aéroport de Ndjili. Et moi, je félicite nos douaniers, nos agents, la police de frontières. Je les félicite. Très bien. Monsieur Landou? Oui. Un sujet d'actualité, juste pour partager avec nous, et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui, dans le sujet d'actualité qui m'a intéressé ou qui m'a interpellé, plutôt, c'est un village du Congo central qui s'appelle Kimbongo, qui a été vendu. Mabele ngo ya nani? Tuna siko mama oyo tozala mboka Kilumbu. Tozala mboka Kimbongo awa. Ya Kimbongo. Siko mabele bateka on a deux parties tondeni. To comprendre te mabele so bateka on a deux parties to comprendre te. Siko banani baye ko sala massacre bina mboka. Batu o ba wuti soki mbanza ngungu ba Roger na kati ya cité ba yemba la moko ba ye ko sala incendie ba bimisi biloko. Après batumbi bandako batie batu na camion to yebite soki baketika bango wapi. Pardon? Donc, oui, mais vous savez, c'est une première dans l'histoire de ce pays-là. Le village est vendu. Alors, le problème qui est là, c'est qu'on ne sait pas qui a vendu et qui est l'acheteur. Mais on sait qu'il y a eu vente du village. On sait qu'il y a eu vente du village, c'est qu'il y a eu un procès. Disons, l'arrêté du procès a été prononcé à Banzangungu et dans l'exécution de l'arrêté, les policiers sont arrivés dans le village de Kimbongo en question. Ils ont détruit des maisons, ils ont incendié, ils ont volé. Les policiers ont incendié. Ils ont incendié, ils ont volé et ils ont pris tout ce qui était masculin. Donc les vieux, jeunes gens, ils ont mis dans les jeeps et aujourd'hui, tous les hommes du village sont en prison. Et dans l'entretemps, les femmes et les enfants sont à l'extérieur. On a rasé le village parce que le village a été vendu. C'est une première. Est-ce qu'on a trouvé du pétrole là-bas? Non, on a trouvé. Non, on n'a rien trouvé. On a acheté. Mais qui a acheté, qui a vendu? Donc l'équation reste entière. Mais simplement,
cette histoire de vente d'un village, qui est une première, qui est insolite, on ne peut pas vendre un village. Parce qu'il y a des habitants là-bas et il y a une loi, la loi foncière qui dit que la terre est inaliénable, je pense. Elle est inaliénable, elle est occupée par un groupe de gens, le groupement est propriétaire de la surface. Ça, c'est prévu dans la loi. Mais maintenant, ce qui est... moi, en fait, la vente de ce village m'interpelle encore plus parce que j'avais reçu, quelques 3 jours auparavant, un document. Évidemment, nous sommes toujours dans les supputations et peut-être dans les fake news. J'ai reçu un document qui parlait d'un ministre chargé de l'achat des terres pour des populations rwandaises. Un ministre provincial ou Un le ministre national. Bon, moi, je n'ai jamais vérifié. Nous devons quand même rester factuel. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est C'est ce que je suis. Parler de fake news. Non, je ne dis pas que c'est un fake news. Je dis ceci. J'ai reçu un document, mais je ne sais pas à quel niveau c'est un fake news ou une vérité. C'est ça que j'ai dit. Je suis en train de nuancer mes propos. Tout à fait. Nous comprenons que ça vous est surpris. Les choses, moi, ça m'interpelle. On pourra se réveiller le matin ou dire que le Congo est vendu. Oui, exactement. Ouais, nous allons trouver. Voilà. En tout cas, merci. Mais merci, M. Landou, pour ce partage. Voilà, nous allons tout de suite plonger dans le vif du sujet. Aujourd'hui, évidemment, on a retenu comme point à analyser ensemble et pour vous la dernière Assemblée générale des Nations Unies, la 77e, qui a eu lieu à New York. Beaucoup de choses se sont dites là-bas. Il y a eu évidemment les déclarations des chefs d'État et de gouvernement. Nous allons nous focaliser sur les déclarations du président de la République démocratique du Congo. Peut-être aborder aussi la question sur le discours du président de la République du Rwanda et voir un peu la question de la MONUSCO en soi et les entretiens que le chef de l'État congolais a accordés à RFI et France 24. Par la suite, nous allons évidemment vous parler de ce qui se passe dans le Grand Bandundu, parce que cette situation s'aggrave et ça nous inquiète. La dernière fois que vous nous aviez accueillis chez vous, nous en avions parlé. Et c'était d'ailleurs le pasteur Bobo qui alertait le ministère de l'Intérieur des services compétents pour que cela ne fasse pas tache d'huile et que de Kwamut on arrive à Kinshasa. Alors, la semaine dernière, enfin du 22 septembre, on a eu cette Assemblée générale des Nations Unies. Parlons un peu de discours, peut-être de la déclaration du chef de l'État congolais. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23. Qu'est-ce qui en ressort pour vous? Qui lance les hostilités? Je peux commencer. Voilà. Allons-y, monsieur Amba. D'abord, j'ai noté un élément nouveau, c'est que depuis un certain temps, on commence à citer le Rwanda. Ça, c'est un élément nouveau. Durant les 18 années de Joseph Kabila, il est cessé lieutenant dénoncer le Rwanda, lui-même n'a jamais osé. Le chef de l'État a dit clairement que nous sommes agressés. Mais là où ça me chiffonne un peu, c'est que quand je vois un pays comme le Congo-Kinshasa, avec son immensité, dire qu'un petit État, même si on peut dire que, comme disait Feu Kayibanda, le premier président rwandais,
la grandeur n'est pas une question de taille. Ça me fait un peu mal que les Congolais puissent se plaindre d'un pays comme le Rwanda. Mais la réalité est là. Je voudrais passer à l'interview. Donc, Radio France Internationale et France 24 qui... J'ai regretté au niveau de l'interview du chef de l'État 2 choses. Premièrement, il a évoqué même de manière allusive des affaires qui étaient en cours au niveau de la justice. Il n'aurait pas dû. Comme il avait répondu d'ailleurs quand on lui a posé la question sur Kabonde, il dit ça c'est pas mon problème, ça c'est le problème de la justice. Il aurait dû dire ça. Rester sur cette ligne-là de défense. Plutôt que dire à propos du général Yave, ah il a été accusé de trahison, il avait demandé à des militaires de lever le pied pour laisser le M23 rentrer à Goma. Il n'aurait pas dû, puisqu'il est en arrestation. C'est comme si le chef de l'État le condamnait déjà. Le magistrat suprême qui parle comme ça d'un inculpé... présumé innocent, oui, jusqu'à ce qu'il soit prouvé autrement. C'est pas bien. Deuxième chose, à propos du discours, c'est l'entrée des troupes kenyanes. Dites-nous en plus, puisque je crois que chacun de nous... Ça, c'est dans l'interview. Dans l'interview, il n'aurait pas dû qu'ils vont rentrer par Bunagana. Parce que s'il y avait un plan d'attaquer Bunagana, l'effet de surprise n'allait plus être là. Et d'ailleurs, les Kenyans nous ont un peu contrariés, puisqu'ils sont rentrés par Kassindi. Et pas Bunagana. Ils sont rentrés par Kassindi. Et là, ils ont dit, nous ne venons pas attaquer le M23, nous venons jouer le rôle de force tampon en attendant que le processus de Nairobi soit relancé. Donc voilà un peu... Quelques failles que vous avez notées. C'est vrai que, bon, en matière militaire et de renseignement, enfin, c'est des choses qu'on ne dit pas. Oui, effectivement, oui. Okay. Allez-y. Le chef de l'État dit, au Bandundu, il y a une main noire. Moi, j'ai approché un tout petit peu les services. Quand vous dites les services de renseignement. Quand on dit renseignement, ça veut dire qu'il y avait une information, on a recoupé, on a trouvé des preuves, et puis on donne à celui qu'ils appellent le consommateur final. Donc le chef de l'État ne peut pas parler de main noire. Il doit désigner, il dit, c'est un tel qui est responsable. Mais parler de main noire... C'est qu'il ne maîtrise pas. Ça ne fait pas du tout un homme informé. Voilà, je m'arrête là. Quelqu'un veut rebondir tout de suite sur les propos de M. Amba. Sinon, on continue de toute façon sur la question... Dire qu'un homme, il n'est pas informé, je crois qu'il est informé, mais il n'ose pas franchir la ligne rouge. Je ne sais pas s'il y a une ligne rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? À l'ONU, il dénonce les Rwandais. Une très bonne chose. Moi, j'ai noté ça même dans mon titre. Quand vous regardez au micro de Pasteur Bobo, j'ai mis les discours de l'ONU. J'ai dit, Tshisekedi pointe du doigt, c'était mon titre à moi, pointe du doigt les Rwandais. Il dénonce. Mais il s'est arrêté là. Il fallait, par exemple, couper, renvoyer l'ambassadeur, faire un peu plus. Mais M. Amba, en parlant de manoir, parlait du Bandundu. Parce que le président de la République avait été attiré sur cette question. On commence par l'ONU. Le pasteur Bobo ne rebondit pas sur les propos d'Amba. Il commence par l'ONU. Mais si on revient au Bandundu, c'est clair que c'est le Rwanda. Au Bandundu? Mais oui, quand vous écoutez Tshisekedi, on a arrêté des gens qui ne parlent pas la langue du pays, autre langue. Il n'a pas cité. Il ne cite pas. Il parle d'une main noire.
Mais Amba lui reproche qu'il n'a pas. Il s'est arrêté là comme s'il n'est pas informé. Moi, je crois qu'il est suffisamment informé. Mais il ne sait pas franchir. Ligne rouge, là, je ne sais pas si Kagame lui fait peur, ou je ne sais pas c'est qui, où il y a des accords. Quand il dit que l'M23 va entrer, le Kenya, l'armée. Les forces kenyanes vont entrer par Nangana. Et vous savez, les sœurs des sœurs. du M23, donc du Rwanda. Moi, dans l'actualité compliquée, on a commenté cela, on savait que soit Tshisekedi a menti, ou il a dit la vérité. Mais moi, j'avais dit qu'il a dit la vérité. C'était beaucoup plus que. Il était avec Macron. Ils ont négocié avec Macron et Kagame. Parce que l'armée kenyane ne peut pas entrer par Bunagana. Alors, quel était l'intérêt du chef de l'État congolais de dire à la télévision que, pour votre information, les forces kenyanes vont entrer par Bunagana? Il a lâché un morceau. Il a dit la vérité qu'ils ont négocié, c'était des négociations avec le Macron. Non, sur l'élément de cette... Bunagana. Pour votre information, vous dites que les forces kenyanes vont entrer par Bunagana. Quel était l'intérêt? La peur va arriver. Quand on dit que 110 jours, Bunagana est occupé, il vous dit que, je vous informe que l'armée kenyane va entrer par Bunagana. Mais elles sont entrées par un autre endroit. Bon. Oui, peut-être ils ont fait, comme il a dit avant, il a vendu la mèche, ils ont changé, mais je crois qu'il y a des négociations. C'est l'armée kenyane qui va, quand le M23 va se retirer, c'est l'armée kenyane qui va rester à Bunagana. C'est des accords. C'est pas la guerre. Je peux apporter une petite précision. Allons-y. Non, Pasteur Bobo, on ne peut pas dire qu'il y a des négociations en ce moment. Parce que toute négociation vise quoi? L'intégration des combattants du M23 dans l'armée, la police, dans les structures, les institutions. Or, justement, c'est qu'aucun Congolais ne voulait entendre parler. Même pas le président. Ça, c'est les Congolais, mais en réalité, quand on vous dit que l'ONU et le Rwanda est hyper armé, à 3 personnes, aucun pays, aucun gouvernement responsable comme le Kenya, l'Ouganda peut accepter de venir mourir à Bunagana pour nous. Nous sommes d'accord, mais... Donc il y a une négociation. Le mot négociation n'est pas à sa place. Parce que ça suppose une discussion entre deux parties. Et des concessions. Voilà. On a vu Macron et Macron... C'est des pourparlers, si vous voulez, juste une question de nuance. On voit Macron et Macron, Kagame. Non, mais dans tous les cas, il y a la négociation. Oui, de toute façon, il y a, disons, des discussions qui s'étaient engagées. Oui. Mais négociation, je crois que c'est... Le terme est... C'est un autre niveau de... Les discussions, oui. De discussion. Ils ont pris langue. Ils ont pris langue. Ils ne sont pas restés ennemis après le discours des Nations Unies. Mais quand le commandant suprême vous dit que pour Bunagana, l'armée qui arrive. Non, mais ça a été démenti dans les faits. C'est ça que M. Amba relevait tout à l'heure. Dans les faits, ça a été démenti. Les forces kenyanes sont là, mais pas par Bunagana. Imaginez simplement que les forces kenyanes entraient et rencontraient le M23 qui est armé par le Rwanda. Autrement dit, le Kenya va entrer, entre guillemets, en guerre contre le Rwanda. Ça ne peut pas se faire. C'est vous qui voulez la guerre. Moi, je vous dis que c'est la négociation. Mais dans les faits, moi, je vous dis, Il faut rester dans les faits. les forces kenyanes ne sont pas entrées par Bunagana pour une bonne raison. Si on veut la guerre, les FARDC peuvent répondre. On risque de débattre. Peuvent répondre Bunagana facilement. On y reviendra. Il y a un petit détail. Dites-moi. Non, mais juste le détail, je vous laisse le... Pasteur, il ne faut pas perdre de vue que c'est la France qui assume actuellement la présidence tournante de la présidence du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale de l'ONU. Non, la France a le Conseil de sécurité. Oui. Donc, c'est à ce titre que Macron a pris l'initiative de contacter les deux présidents pour essayer une sorte de médiation. Et moi, je pose la question, à quel jeu joue la France? On voit François Hollande qui débarque là-bas, on voit Macron directement après le discours. À quel jeu joue la France? Ils recherchent la paix, je pense. Les Français recherchent la paix par le statut du président du Conseil de sécurité. À l'Ukraine, c'est la guerre. Chez nous, il faut négocier. Mais ici,
je ne sais pas s'il faut le dire, il n'y a pas de guerre déclarée entre le Congo et le Rwanda. Donc, on vous prend Boulanga là. Ça, vous pouvez le dire. Vous introduisez 110 jours au report Boulanga là, et vous dites qu'il n'y a pas de guerre. Je me permets en tant que modérateur, mais je vais quand même donner mon point de vue. Ce que vous êtes en train de dire, c'est, et je serais d'accord si vous le disiez comme ça, c'est de demander à la République démocratique du Congo et ses institutions, les assemblées nationales et le Sénat, de déclarer la guerre contre le Rwanda. À partir de là, on peut mobiliser les forces et tout ça et aller en guerre contre le Rwanda. Mais jusque-là, l'autorité congolaise dit simplement que le Rwanda soutient et finance, arme le M23. Mais ni au Rwanda, ni au Congo, il y a déclaration de guerre. Le Congo arrête le général Yav qui déclare que, le président déclare qu'on voulait prendre Goma, c'est une grande ville là. Oui, ça a déjà été pris déjà 2 fois dans notre histoire. Donc là, on vous laisse la parole puisque là, on vous a vraiment... Oui, m'a vraiment mis à l'écart, mais bah, évidemment, c'est normal. Alors, lâchez-vous sur cette question de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va parler de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais surtout le discours du président Félix Tshisekedi, qui est un discours totalement classique. Le président a parlé de la sécurité et de la paix, il a parlé de la maîtrise des changements climatiques et ainsi de suite. Donc en fait, des thèmes normaux qu'un président d'une république, d'un État devait aborder. Et le pasteur Bobo l'a dit, il a chuté sur son pays qui est attaqué par le Rwanda, qu'il a cité nommément. Mais vous allez beaucoup m'excuser, mais dans mes interventions, je parlerai beaucoup de la communication parce que je suis outré. Je suis outré par la communication du président Félix Tshisekedi. Alors, quand je parle de la communication du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas le président. Il a des services compétents qui lui rédigent des discours et qui rédigent des communiqués à sa place. Je fais une petite marche arrière. Vous voyez, quand on a arrêté Vidi et Chimanga, le service de communication, la direction de la communication de la présidence a sorti un communiqué. Et d'ailleurs, c'est Baudouin Amba qui m'a envoyé le communiqué en question. Et après lecture, j'ai réagi directement pour dire à Amba, non, il manque un paragraphe. Comment une direction de communication peut diffuser un communiqué où il dit que le président a mis la lutte contre la corruption comme étant le pivot de son mandat, et même si vous êtes de la présidence, vous subirez la rigueur de la loi. Point final. Je dis à Amba, il manque un paragraphe. Pourquoi il sort ce communiqué, le service de la communication, et qui est cité de la présidence? Il ne cite même pas Fidi et Chimanga dans le communiqué, ce qui est scandaleux. Pour des gens qui ont été dans des instituts de journalisme et de communication, qui communiquent de cette façon-là. Je rentre dans le discours du président à l'ONU, comme a dit Pasteur Bobo, il manque un paragraphe. Le président va parler de tous les thèmes classiques. Il cite le Rwanda qui agresse son pays, des incursions répétées et l'appui au groupe terroriste M23 terroriste, le Rwanda. Et puis, il va de l'autre côté, il va parler d'autre chose, de la lutte contre la pauvreté, et il termine son discours, il est content. L'après-discours, on peut commencer à danser. Comme disait le cardinal Mosengo, les Congolais croient que lorsqu'ils ont parlé, ils ont travaillé. Mais Félix Tshisekedi a raté une occasion rêvée. C'est une occasion manquée, ce discours-là. Parce qu'il devait ajouter un paragraphe qui n'est pas dans son discours. Mobutu l'a fait en son temps. Et le président Tshisekedi n'était pas le seul Africain à intervenir aux Nations Unies. Il y a eu le Premier ministre malien qui est allé plus loin que Félix Tshisekedi. Le Premier ministre malien a évidemment parlé de la junte française.
Ils ont utilisé le mot... C'était ridicule, Le mot... sur le plan diplomatique. Oui, mais justement parce que les Français sont ridicules et les Maliens, ils utilisent les termes que les Français utilisent. La junte malienne nous dit non, la junte française. Et ils disent même qu'ils ont surpris la France en train de violer l'espace aérien du Mali. Autre chose que le Premier ministre a dit, c'est qu'ils ont tourné les dos à la France. Ils ont pris d'autres contacts ailleurs et ils ont pu former leur armée, équiper leur armée et faire face aux djihadistes. Nous attendons encore la paix. Oui, oui, c'est que nous sommes incapables de faire. Parce que nous avons dit ici, ah non, on nous a génocidé notre armée, nous n'avons plus d'armée, les Rwandais ont tout bousillé, mais nous sommes en train de gérer notre pays depuis combien de temps? Félix Tshisekedi est là depuis janvier 2019. Il ne peut pas dire il ne peut pas continuer de pleurer pour dire que non, on n'a pas d'armée, on va attendre. Mais dans l'entretemps, tu es là depuis janvier 2019, tu ne sais même pas que tu as une armée, tu ne l'as pas formée, tu ne l'as pas équipée, et tu vas aller pleurer chez les autres. Et quand on te dit qu'en tant que président de la République, prononce-nous le paragraphe qui manque dans ton discours, coupe les relations diplomatiques, c'est le minimum qu'on peut faire. C'est le minimum. Mais je dois quand même dire qu'il y a quand même des unités qui sont formées dans notre armée. Voilà. Nous ne sommes peut-être pas à la bonne cadence, à la bonne vitesse, mais cela est en train de se faire. Aux Nations Unies, on a beaucoup parlé, évidemment, ça je fais ici référence au discours du président Kagame, si je ne m'abuse, à la mission des Nations Unies dans le monde et en République démocratique du Congo particulièrement. Nous avons là une mission qui est la plus importante sur le continent africain en termes de durée, de longévité, on va dire, et d'unité, et de personnel militaire et civil. En termes de budget, là je me réfère à mes notes, pour l'année dernière, donc de juillet 2021 à juin 2022, nous étions à 1 123 346 000 $ américains. Donc, ce sont les données des Nations Unies. Ce n'est pas le plus gros budget pour l'Afrique, puisque c'est celle du Mali, justement, ouais, qui était la plus importante. Là, on était à 1 262 millions et des poussières, entre guillemets. Et vient ensuite la mission des Nations Unies pour le Sud-Soudan, avec 1 201 millions de $ et des poussières. C'est dire que quand on voit des sommes aussi faramineuses qui sont mises en jeu pour stabiliser des territoires, maintenir la paix, après autant d'années et qu'il n'y a toujours pas la paix en question, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de changer le mandat de cette mission, c'est-à-dire qu'on passe ici à un autre niveau, celui du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ou bien que cette mission puisse se retirer, puisque les objectifs ont-ils été atteints ou pas? Je vous pose la question de cette manière-là, pour que vous puissiez exprimer vos points de vue par rapport à rester ou partir. Mais je voudrais intervenir un peu de manière soft sur la question posée. La MONUSCO est là depuis longtemps, avec un nombre important de personnel civil et militaire. Et rien n'a été fait, il n'y a aucun résultat. Aucun résultat, évidemment, reconnu par tout le monde. Ça y est, les groupes rebelles sont toujours là, en train de pulluler, les massacres continuent aussi, mais la mission est là. Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu, c'est-à-dire les résultats n'ont pas été à l'attente de la population, il l'a reconnu. Le président de la République le reconnaît. Il ne faut même pas parler de la population de l'Est, d'ailleurs, qui manifeste pour que la MONUSCO s'en aille, parce qu'elle est plus là pour ravitailler les groupes armés. Il y a eu Donc ça, c'est ce que disent la population, ravitailler les groupes armés. Ils sont là pour s'enrichir dans les mines, ainsi de suite. Donc pour la population, la MONUSCO n'a rien à voir dans notre pays. Mais je voulais un peu revenir sur un fait que nous avons cité ici tous, la force de l'Afrique de l'Est, qui arrive
Alors je vous demanderai d'être bref là-dessus pour ne pas nous écarter de notre pour stabiliser l'Est. Vous voyez, le président, je vais faire la liaison avec la MONUSCO, hein. Le président dit que les Kenyans vont entrer par Bunagana. Ils vont raser le M23. Le M23 va voir, d'ailleurs, c'est ce que le président a dit. Mais il n'a pas dit dans ces termes-là, mais nous comprenons ce que vous voulez dire. Les Kenyans arrivent et disent non, nous sommes une force tampon. Exactement comme la MONUSCO, qui n'est pas une force d'attaque, c'est une force de stabilisation, une force qui accompagne l'armée congolaise. Donc vous voyez à peu près que la MONUSCO n'a aucune raison d'être dans notre pays, et cette force de l'Afrique de l'Est n'a aucune raison d'être dans notre pays, puisque c'est le même jeu que cette force-là va jouer. Moi, nous sommes en train de la farce. Écoutez, allez-y, monsieur Antonio Guterres, là, avant, je voulais que la MONUSCO puisse rester. Mais après avoir écouté cet homme-là, j'ai dit, pour moi, qu'il dégage. Qu'il dégage, il est temps qu'il puisse dégager et que les Congos ne puissent pas aller chez East African Community. On peut former, comme vous l'avez dit, on peut former des Congolais. Il n'y a que des Congolais qui peuvent aller apporter la paix à Bunagana ou à l'est du Congo. Donc, on peut oser demander, parce que je vois mal des jeunes Ougandais, Burundais ou Kenyans arriver là-bas et puis faire la paix. C'est à nous-mêmes. Donc les 14 000 soldats personnels des Nations Unies partent. Qui partent. Donc il y a un vide de 14 000 avec 1 milliard qui disparaît. On peut mettre les Congolais, on peut les mettre. Sans le budget, sans les équipements militaires, même s'ils sont insuffisants par rapport au M23. Mais tu sais, de dire que le budget, mettez quelque chose, mettez vos jeunes, apportez la paix. François Hollande a dit quelque chose qui est aussi... Qui donc? François Hollande. Oui. Il dit, pour lui, il faut une force d'action, ça j'ai aimé, d'action, et puis des courtes durées. La MONUSCO part vous amener d'autres groupes. Pour faire quoi? Si c'est aussi des groupes d'interposition. C'est-à-dire, toute cette zone est surmilitarisée, comme on dit, à l'est. Nous avons donc East African Community qui est là, nous avons la MONUSCO, nous avons le M23, nous avons les forces armées rwandaises, les FARDC, la force de défense rwandaise déguisée aussi qui est là. C'est peut-être un autre sujet, mais il y a quelque chose qui se passe pour que cette zone-là soit tellement militarisée. La réalité est que l'Est du Congo est trop riche. Tous ces pays voisins-là veulent avoir quelque chose, leur part du gâteau. Mais je voudrais un peu intervenir avant de laisser notre aîné en parler. Allez-y, monsieur Nando. Je voudrais dire que, vous savez, à chaque fois que nous avons des problèmes, nous avons eu recours aux autres. Moi, je crois que nous sommes un grand pays. Il ne faut pas négliger cette notion-là. La RDC est un grand pays, avec des gens formés et des personnes responsables. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit l'autre qui prenne, un petit bémol quand même. Oui. Nous avons porté secours aux Tchadiens. Oui, exact. Nous avons été au Burundi. Exact. C'est pour cela que j'ai dit... Exact, Baudouin. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes un grand pays. Et d'ailleurs, vous m'avez complété pour dire que nous sommes un grand pays. Nous avons aidé le Rwandais, nous avons aidé même le Togo, et ainsi de suite, le Tchad, et M. Amba est d'accord avec moi pour dire que nous sommes un grand pays. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'à un certain moment, qu'on soit responsable, conscient, pour savoir que nous devons former notre armée, et pas seulement... Oui, nous faisons toujours appel à l'autre qui va venir parce que nous-mêmes nous sommes incapables d'y aller. Les autres vont aller, vous allez voir quand ils vont arriver là-bas. Moi, je crois que c'est totalement irresponsable. De deux, je voudrais dire que la MONUSCO est une force tampon. La force de l'Afrique. East African Community aussi. Une force tampon. Nous avons les moyens, les FARDC, poser la question simplement aux généraux de savoir s'ils ont les moyens d'arriver à l'Est. Ils vont vous répondre. Mais simplement, il y a quelque chose qui nous échappe.
Il y a quelque chose qui nous échappe. Monsieur Amba, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation avec cette mission des Nations Unies et toutes ces forces d'interposition qui pullulent? Alors moi, je crois qu'on ne doit pas faire preuve de... Comment on dit ça encore? Quelqu'un qui a une mémoire complètement... D'amnésie. D'amnésie, oui, exact. La MONUSCO, il faut voir au moins 3 étapes. De 1999 à 2006. Il n'y avait pas d'État. C'est la mission de l'ONU au Congo. La MONUC de l'époque. Oui, mission de l'ONU au Congo, qui a aidé les mouvements rebelles et puis le gouvernement qui était en place à avoir le minimum, même des meubles de bureau, des ordinateurs. C'est la communauté internationale qui donnait. Même d'ailleurs pour transporter les œuvres, oui. Il faut le dire. Oui, j'allais arriver là. Donc, à un moment donné, la MONUSCO était un mal nécessaire au niveau de la logistique. Là, je suis content avec Baudouin. Il dit à un certain moment, la MONUSCO était. Mais oui. Ah, bravo. Non, il faut relativiser. Nous sommes dans le présent. Les discours nous sommes dans le présent. Il est temps qu'il dégage. Moi, je suis dans le présent. Mais Baudouin, il ne faut pas non plus être amnésique. C'est que nous savons aujourd'hui que la MONUSCO n'a plus rien à voir là-dedans. Vous venez de le dire, d'ailleurs, vous avez utilisé l'imparfait. Laissons M. Amba finir alors. Non, laissons-le finir, sinon il ne va pas pouvoir argumenter. Sur le mot amnésique, hein, parce qu'il ne faut pas que moi je sois amnésique, il ne faudrait pas que Amba soit amnésique. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'il ne faut pas être amnésique. Voilà, vous savez, chez nous les fonctionnaires, quand on vous fait un ordre de mission, on regarde toujours quel est l'objet de ma mission. Si on me dit, vous allez accompagner M. X à tel endroit, arriver là-bas, M. X ne peut pas vous demander de le conduire à un autre endroit. C'est un problème de mission. Donc la question est de savoir, de 1999 à 2006, quelle était la mission contenue dans le mandat de la MONUC. Or là, je crois que Cornelis a utilisé le terme, force tampon. Oui. De 2006 à 2011, on a parlé de protection de la population civile. Et puis, à partir de 2011, je dirais même 2010, ils ont dit maintenant, c'est la stabilisation. Donc, il faut qu'on puisse voir chacune de ces étapes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous estimons que la MONUSCO ne donne pas les résultats. Mais je vais peut-être faire de l'autoflagellation. Partout, c'est d'abord l'armée nationale qui doit défendre l'intégrité du territoire. Nous y revenons donc. C'est l'armée nationale qui doit surveiller les frontières. Or, d'où venons-nous? C'est toujours la question que moi je me pose. Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Oh non. Joseph. Il est parti depuis 3 ans qu'il n'est pas là. Vous savez, tout nouveau pouvoir est l'héritier de l'ancien. Ah, ça c'est vrai. Oui. Et vous dites que Kabila a hérité de Mobutu, et il a hérité de quoi? Non, voilà. Et maintenant, tu sais qu'il hérite de Joseph, mais Kabila a hérité de Mobutu aussi. Bon, attention. Ça fait 3 ou 4 ans que Amba dit, ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi n'a pas travaillé. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Non. Il doit avoir le droit d'interpréter mes Laissons M. Amba. Laissons M. Amba. Ah oui, il a une armée. Il doit l'équiper. Laissons M. Amba en finir. Sauf erreur de ma part, vous êtes l'ancien gardien de la paix. Non, ça va, allez-y. Sauf erreur. Sauf erreur, j'ai fait l'armée. Quelle a été la durée de formation? Moins d'1 année. En tout cas, on peut former un militaire pendant 3 mois. Un POUC qui est formé pendant 3 mois. 3 mois, c'est bon. 45 jours, on peut former un militaire. Je n'en sais rien. C'est pas mon secteur. D'où la question que vous lui avez posée, vous avez eu la réponse. Anti-mobilisation, c'est ce qu'on fait. En France, anti-mobilisation. vous formez un policier, minimum 12 mois. Ça, c'est légal. Donc, on lui donne des rudiments de droit pénal, etc. Et 45 jours, il faut former un
Parce que 45 ans, on vous apprend à tirer. Le maniement d'armes, est-ce que c'est la formation militaire? Est-ce que la formation militaire se limite à... Il ne faut pas dédouaner les autorités Non, congolaises. ce n'est pas une question de Voilà. dédouaner. C'est là que moi je réaliste. C'est moi que moi je suis réaliste. Il ne faut pas que les autorités soient dédouanées. C'est là que moi je suis réaliste. Toi, tu es idéaliste, peut-être. Moi, je suis réaliste. Vous savez, chaque Monsieur Amba, allons-y. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans 2 cabinets ministériels. Exact. Je sais comment ça se passe en matière politique. Ah, vous êtes comme moi. Hein? Moi, j'ai travaillé dans un seul cabinet, mais c'était assez suffisant. C'est pour dire que... Mais presque 4 ans au pouvoir, c'est assez, Enfin, c'est assez pour le gouvernement. Il ne faut pas défendre les hommes. Il Oui, 4 ans, c'est beaucoup. ne faut pas défendre l'indéfendable. Je ne ferai pas. Oui. Le temps est évidemment jaloux. Mais sinon, ça sera 10 ans après. Bon, oui, on va tourner en rond. Il faut commencer quelque part. Il faut qu'il commence. Je crois que le message est passé auprès des autorités compétentes. Le grand problème avec Tshisekedi, c'était un civil qui prend le pouvoir. Il a hérité de l'armée de Kabila. C'est ça son grand problème. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Il a réorienté. Le temps de faire le ménage, ça a pris du temps. Une année. Ça a pris du temps. Assez. Une armée infiltrée, le mixage, le brassage, C'est ça, oui. et particulièrement à l'Est. C'est ça que nous oublions souvent. Mais je crois que le président de la République démocratique du Congo a lui-même relaté lors de l'entretien avec RFI et France 24 qu'effectivement, notre armée était, si je ne m'abuse du thème qu'il avait employé, hétéroclite, composée de tout ce que vous venez de dire là, quasi fidèlement ce que vous nous avez toujours dit, c'est ce qu'il a répété aussi. J'ai toujours dit qu'il y avait un problème de méthode de travail dans le gouvernement congolais de manière générale. La hiérarchisation des priorités. On est un peu perdu. On arrive, on a un mandat, qu'il soit présidentiel, parlementaire ou quoi que ce soit. On dirait qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas de calendrier. Les dates ne sont pas fétiches, mais il faut quand même avoir un planning sur ce qu'on doit faire. Et ça, je me permets de le souligner aussi, lors de ce fameux entretien avec RFI et France 24, à 2 reprises, la question a été posée au chef de l'État congolais sur le planning, sur les dates, et chaque fois, il n'avait jamais, même pas un horizon, de dire, voilà, ça va se passer à tel moment où... Cette difficulté à quantifier les choses. On lui pose une question sur la sécurité et tout ça. Ah, est-ce que vous avez un baromètre de... Un gouvernement digne de ce nom doit pouvoir quantifier ce qui est en train de se passer et dire comme ça, voilà, les recettes ont augmenté. Quelle était la mission, par exemple, de cet état de siège? La mission, c'était de remonter les recettes de l'État? Non. Donc, on se perd un peu dans la méthode de travail et dans la difficulté de hiérarchiser les priorités. Je crois que l'armée nationale a pour mission de défendre l'intégrité du territoire et protéger les citoyennes et les citoyens ainsi que les populations qui vivent sur son territoire. Oui. Je crois que ça, c'est la base et on doit revenir à cela. Nettoyer l'armée là. S'occuper de nettoyer l'armée, de refaire une armée saine, c'est un objectif à long terme, certes, mais il faut le faire. Puisque c'est à long terme, il fallait déjà le commencer et il faut le faire. Mais Yogo, je voudrais... Alors, en 30 secondes, puisque nous avons 2 points à faire. Je voudrais faire. rebondir sur l'histoire de notre armée qui est hétéroclite. Mais c'est normal, tout le monde sait que l'armée est infiltrée, elle est hétéroclite. Un président de la République qui dit « mon armée est hétéroclite », qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est là que moi j'intervenais. Le message est passé, je crois que... Je le dis parce que certains me disent « Ah, mais vous avez un problème quelconque avec... Entendez-nous bien. La République démocratique du Congo appartient de manière collective à tous les descendants de ces peuplades qui étaient, à la date du 30 juin 1960, sur ce territoire-là. La gestion que font les mandataires, suivez bien, les mandataires publics, ils le font pour cette population. Pas pour leurs biens, pour leur privé, leur famille ou quoi, c'est pour tous. Étant donné qu'on est en train de patauger, il est de notre devoir à tous. Il est notre devoir à tous de commenter, analyser, apporter notre contribution. C'est ce qu'on appelle une critique et elle est constructive, je pense. Sur ce point, je ne sais pas si vous avez en un mot quelque chose à dire encore et on va passer alors à la question
brièvement sur la libération provisoire de Didier Chimanga. Et puis, je tenais à signaler, puisque bon, nous sommes dans l'information, nous recevons des informations et on dit, il s'agit de notre État, on ne peut pas... Il faut recadrer, voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on ne se perde pas plus longtemps que cela. Même les gouvernants ont besoin de nous comme journalistes, analystes. Ils peuvent puiser l'autre point de vue, peut-être. C'est très important. Recadrer leur façon de voir les choses. Je crois que le message est passé à qui avait besoin de l'entendre. À applaudir, non. J'espère qu'on ne l'a pas fait. Allez-y, non, on ne l'a pas fait. Délégation, ça fait remarquer comme ça. Voilà, il nous reste en réalité que quelques minutes, on va déborder, mais ce n'est pas grave. Excusez-nous, les messieurs de la technique. La libération provisoire de Didier Chimanga, qu'est-ce que ça dit, monsieur Ambo? On vous a tellement coupé la parole tout à l'heure d'un mot. Bon, d'abord, il faut préciser que la libération provisoire est une mesure, si je peux dire, une faveur accordée aux inculpés. Parce que souvent, on confond ça avec la libération conditionnelle, qui concerne les condamnés. Or, la libération provisoire, normalement, toute personne qui a une adresse bien précise, connue, il a une famille, bref, on lui retire son passeport, donc il ne peut pas s'enfuir. Après l'avoir auditionné, on a eu toutes les informations, on peut lui accorder la libération conditionnelle. Moi, ce qui me chiffonne, c'est que ce qui est accordé à Didier Chimanga, ça passe comme du favoritisme. Pourquoi? Parce que, bon, il y a d'autres personnes qui seraient en garde à vue ou en détention préventive, si on peut dire, à la prison de Makala, et ils n'ont pas bénéficié de la même situation. Donc là, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut quand même qu'on revienne à la règle fondamentale. La liberté reste la règle, la détention l'exception. C'est le problème qui se pose à notre justice. On décide trop facilement d'envoyer les gens, comme on dit facilement, vulgairement, on mappe trop facilement les gens. Mandat d'amener. Monsieur Nandou. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Amba qui dit que la liberté doit être la notion et le principe. Oui, et disons, la règle. L'arrestation, l'exception. Ça, c'est important parce que il faut dire que la base ou l'âme déjà de notre constitution, c'est la liberté de l'homme. Mais chez nous, on arrête très facilement. Mais alors, pour revenir un peu sur Vidi et Chimanga, j'ai beaucoup aimé Radio Okapi qui écrit dans sa revue de presse, en citant un journal là qui est Congo Nouveau. Radio Okapi écrit « Le rituel est respecté. Vidi et Chimanga est libéré. » Mais en fait, le rituel est respecté. Le rituel est respecté. C'est-à-dire que quand on a arrêté Vidi et Chimanga, tout le monde savait qu'il allait être libéré. Ça, c'est dangereux pour une justice. C'est-à-dire que les Congolais prennent leur justice pour une mascarade. Et Amba venait de le dire, que la privation de liberté doit être l'exception. D'autres sont privés de liberté, dont on connaît les adresses, ainsi de suite, mais qui sont gardés là-bas parce qu'ils doivent rester là-dedans. Selon que vous êtes puissant ou misérable. Faible, oui. Et il faut dire, nous l'avons dit, que évidemment la liberté provisoire est légale, mais Vidi et Chimanga restent injusticiables. Et d'ailleurs... J'espère que vous ne faites pas un jeu de mots. Non, c'est-à-dire que... Injusticiable ou injusticiable? Il reste justiciable. Et d'ailleurs, un de ses avocats a dit qu'il lui est demandé de se présenter devant un officier du ministère public 2 fois par semaine. Et donc, voilà, il est en liberté provisoire, mais... Moi, je pourrais ajouter que Vidi Chimanga n'est pas quitté, mais il est à la maison, il est chez lui. Il prend son verre de whisky. Il prend son verre de champagne à l'aise, il est chez lui à la maison.
Sa libération n'a pas surpris. Non. N'a pas surpris. Le rituel a été respecté, comme le disait Ça a été respecté. Congo Nouveau. Mais le grand problème est que pourquoi il a été arrêté? Est-ce que c'était pas une erreur d'arrêter Vidi Manga? Est-ce que c'était par précipitation? Non, je crois qu'on avait... Je pense qu'on avait dit à la dernière édition ici qu'un procureur devait se saisir de cette question. Je crois que là, les choses sont bien faites. L'arrêter, est-ce qu'il fallait arrêter? Est-ce que c'était pas par précipitation? Est-ce que le régime a reculé? Ou bien ils ont compris que c'était une erreur d'arrêter Vidi Manga? Mais bon, il est dehors, les rituels ont été respectés, il mange chez lui. Vous demanderez que vous dites ça avec beaucoup d'amertume. Non, ça va sur une personne. Monsieur Amba. Ça va sur une personne. Si je m'hasardais à parler de quelques notions de droit que moi j'ai appris à l'école, normalement, il n'y a pas d'infraction dans le cas de Vidi Manga. Pourquoi? Pour une raison simple. Une infraction est composée de 3 éléments. Un élément légal, donc le texte légal qui érige un comportement quelconque en infraction. Deuxième élément, l'élément matériel. Vous avez fait ce que la loi interdit de faire, ou vous n'avez pas fait ce que la loi ordonne de faire. Et troisième élément, l'intention, c'est-à-dire vous avez agi de manière sciemment, vous saviez que vous violiez la loi. Or, l'avocat de Didier Tshimanga, maître Théodore Ngoï, dit l'infraction n'a pas été réalisée. Et il a raison un peu. Hein, les juristes sont souvent des acrobates. Hein. Il a raison pourquoi? Parce que l'acte matériel n'existe pas. Il n'a pas reçu la corruption. Et les autres n'ont pas obtenu les permis d'exploitation qui demandaient chez lui. Donc, au fond, l'élément matériel fait défaut. Donc, c'est une infraction boiteuse. Il y a un élément essentiel qui manque. Je dirais juste entre parenthèses que si vous suivez très bien encore les échanges qui ont été publiés, les vidéos, n'oubliez pas qu'il a dit qu'il y a déjà des comptes offshore et tout ça qui sont créés. C'est-à-dire, sur ce cas-là, effectivement, il faut encore creuser pour trouver un élément, un pacte, une convention de corruption. Mais il faut aller plus loin et voir maintenant ces comptes qui existent, parce qu'apparemment, ça serait une énième fois. C'est-à-dire que ça a déjà été fait. Mais je voulais... Donc je crois que cette affaire n'est pas finie. Nous allons suivre ça. Mais je voulais un peu ajouter un élément qui dit que l'infraction était consommée en ce qui concerne Vidi et Tshimanga. Il est accusé de quoi? Il est accusé de tentative de corruption et de trafic d'influence. C'est ça l'infraction qui était consommée. La tentative et le trafic d'influence étaient consommés. Le président c'est moi, etc. Et d'ailleurs, oui, le président c'est moi. Et d'ailleurs, nos magistrats Kinshasa, ils ne sont pas aussi bêtes que ça. S'ils l'ont interpellé, c'est parce qu'il y avait des indices de culpabilité, des indices que j'ai dit. Hein. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure là que l'enquête continue. Mais au Congo, si vous êtes dehors, vous avez la liberté provisoire pour rentrer encore en prison. C'est là, de toute façon, l'adjectif est bien provisoire. Hein. Au Congo, quand vous dites provisoire, c'est fini. Et je voulais même ajouter un élément. Vous savez, il y a une dame délécidée, là, Maman Marie, je crois, hein, qu'on avait appréhendée. Mais quand vous voyez l'infraction, vous vous dites que nous sommes dans un monde de petits-enfants. Voilà. Voilà, je vois que les grains de sable s'égrènent dans le sablier. Avant de clôturer ici, nous allons quand même parler du Grand Bandundu. Jusque-là, la situation reste périlleuse au sens du danger. Nous avons toujours des informations qui nous reviennent. Récemment, le prélat de Kinshasa, je crois que c'est Ambongo. Le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo aussi a sonné le glas ou plutôt la sonnette d'alarme par rapport à ce qui est en train de se passer, en répétant une fois de plus ou moins les mêmes mots qui avaient été déjà dits ici, je crois par le pasteur Bobo, que voilà, c'est pas très loin, on peut arriver très vite sur Kinshasa. On n'a plus de temps, mais
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation qui reste préoccupante? Moi, je suis très, très content. On a créé, on a parlé, on nous a quand même écouté. Je vois Boudefon Broquet, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui déclare qui demande même au service de sécurité de faire tout pour que la situation ne puisse pas arriver à Kinshasa. Donc, Kinshasa a peur. Mais nous, on l'a dit avant. On avait vu que si... D'où l'utilité de ce genre de panel. Sur Bandundu, les gens s'entretuent. Bandundu, c'est Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, il y a Tchango, il y a Kaluka, il y a beaucoup de gens de Bandundu. Non pas que pour Bandundu, ça serait négligeable et que c'est Kinshasa qui serait plus important, mais c'est le fait de s'étendre comme ça. Oui, c'est un peuple, c'est un peuple. Si on tue ma mère là-bas, moi je peux aussi te tuer ici. C'est ça. C'était facile à comprendre, mais Kinshasa a pris beaucoup de temps pour comprendre. Ils ont compris. Je vois même les gouvernements en parlent. Le président Tshisekedi a fait une réunion avec Mbosso et puis Bahati. Donc le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a eu plusieurs points. Hein. C'est pas seulement celui-là. Mais entre autres. Nous allons parler, oui. Donc, nous réalisons encore, je redis encore qu'il faut faire attention. Ce qui se passe à Bandundu, ça peut se passer en Équateur, Kasaï, Katanga, Bakongo, ou par déjà Bakongo, comme on a appris ici. On vend déjà un village. Un village, ça peut arriver partout. Il faut faire très attention. Ça nous concerne tous. Nous, Congolais, partout où vous êtes, que ce soit en Europe, ça peut aussi arriver en Europe. Si on parle de la RDC. On tue, non, à l'Europe, entre nous. La vendetta, oui. La vendetta, ça existe. Parce qu'on est ensemble, c'est très grave. Il faut que tout le monde parle. Je vois, en bon, on va parler, l'église catholique est très bien informée. Parce qu'ils ont des paroisses partout. Donc, je les respecte aussi, je respecte l'église catholique, bien que je suis évangélique. Monsieur Nland, on vous laisse le dernier mot sur la question du oui, combat de Non, je vous laisse le dernier mot. Effectivement. Mais je voudrais dire que, vous savez, il y a une vérité, nous le savons tous. La population congolaise actuellement est en train de vivre dans une période de psychose généralisée. Et c'est très dangereux pour nos gouvernants. Moi, je crois, j'ai dit d'ailleurs au début, que je parlerai beaucoup de la communication. Le gouvernement s'est tué depuis un certain bout de temps. Et pourtant, il y a beaucoup de foyers de tension. Si ce ne sont pas des foyers de tension, il y a beaucoup de foyers de psychose qui font réfléchir les Congolais, qui font même agir les Congolais. Et il risque même, et d'ailleurs, le président l'avait dit dans son interview, dans le discours, que jamais la RDC deviendra génocidaire. Les Congolais ne sont pas génocidaires. Mais aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que nous devons faire attention. Et donc, il faut que ce gouvernement-là communique, qu'il fasse baisser la tension. Parce que ce qui arrive dans le Bandundu est déjà extrapolé. Nous avons dit que les Rwandais sont à l'Issala, il y a des éléments. Nous avons dit, d'ailleurs le commissaire sous-régional ou le chef de secteur adjoint qui dit que les Rwandais ont occupé, il y a une île là qui appartient au Congo, tu connais le nom de l'île sûrement, et il dit que les Rwandais... du singe. Oui, l'île du singe. Il dit que les Rwandais y sont. Il faut qu'on envoie les services d'intelligence pour vérifier, pour savoir qui ils sont. Et vous voyez, il y a plusieurs foyers. Ce qui se passe la situation est préoccupante. Oui, le feu dans le Bandundu n'est pas éteint parce que ces gens-là, je ne sais pas, ils s'amusent. Monsieur Amba, on va clôturer. On a vu des vaches passer. Et ces éleveurs-là sont partis où? On ne sait pas. On a vu, il paraît, on a vu des gens, des militaires rwandais dans le district de Mbanzangungu. Les gens ont alerté les autorités. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sait pas. Aucune communication. Merci, monsieur Lando. Voilà. Mais j'aurais voulu que Bonhomme pousse l'affaire ambassadeur de Centrafrique. C'est vous qui avez... Notre ambassadeur en Centrafrique, Esdras Kambale Baekwa,
avait envoyé une dépêche diplomatique, comme on appelle ça en langage diplomatique, au chef de l'État. On voit bien PR numéro 49, tout ça. Selon mes sources... Donc vous avez, vous, reçu le document? Le document est sur la presse publique. Le document diplomatique? Oui, oui. D'accord. Il a été publié. Oui. Selon ma source, l'ambassadeur s'était adressé à un conseiller à la présidence de la République. Confidentiellement. Pas confidentiellement. Non, on il n'a n'était pas plus cité là. le nom. Non. Et l'ambassadeur est étonné, il ne sait pas qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Or, là-dedans, il parle de quoi? Il parle de la présence des soldats rwandais, il parle de la M23, et il dit que les soldats rwandais qui rentrent chez eux, ils reviennent au Rwanda comme investisseurs, pardon, en Centrafrique comme investisseurs. Il parle même de la Rwandaise qui chapeaute les Nations Unies là-bas, qui aussi aide dans les contacts. C'est une Rwandaise. Laissons M. Amba finir. Donc, l'ambassadeur, après avoir annoncé cela, parce que le président actuel en Centrafrique cherche un troisième mandat. Oui. Il semble qu'il a passé un accord bilatéral, parce que le Rwanda est dans les casques bleus, mais il y a un accord bilatéral entre la Centrafrique et le Rwanda en matière de défense. Apparemment, le président centrafricain compte sur Kagame pour faire un passage en force. Alors, avec la sortie de ce document... Kagame voit le Congo. Oui, avec la sortie de ce document, où il cite les Rwandais et il demande qu'on ouvre les yeux, donc une alerte, il a paniqué. Il a traversé le fleuve, il se trouverait au nord ou au sud du Bangui. Aux dernières nouvelles, il serait à Bimena. Comme vous le voyez, la situation est très grave et préoccupante pour notre pays. RDC Horizon 2023, nous sommes même de plus en plus préoccupés parce que cet horizon des élections qui est si proche nous paraît de plus en plus lointaine, mais nous allons quand même rester positifs et continuer à vous faire part de nos analyses de la situation en espérant que nos voix seront entendues, vos voix seront entendues par les autorités compétentes et que nous pourrons arriver à bon port. Oui. Paix chez vous, merci à nos panélistes, merci à l'équipe technique et à nous revoir dans 2 semaines. Merci.